Bonjour. Merci à Acteurs Publics pour son invitation. Je suis très impressionné de parler devant vous aujourd'hui et après Mathias, qui est un de nos jeunes élus et à qui je souhaite la plus belle vie parlementaire possible. Avant de m'exprimer quelques courts instants sur la question du cumul des mandats, qui je crois, comme l'a dit Mathias, est une bataille importante à gagner, qui n'est pas encore gagnée. J'aimerais, parce que nous traversons des temps un peu difficiles, dire toute l'admiration et l'estime que j'ai eue pour Olivier. Et vous dire aussi que pour moi, le printemps était difficile parce qu'au début du printemps, j'ai perdu Richard Descoings, pour qui j'ai travaillé pendant 10 ans. Et au seuil de l'été, j'ai vu partir Olivier. Et ces deux garçons sont partis trop tôt. C'était deux très hauts fonctionnaires, dans des temps où il est si facile de galvauder la fonction publique, le sens de l'État. Et voilà, je ne les oublierai pas. Et ces deux personnalités ont énormément compté dans mon parcours, de par leur courage, leur capacité d'invention, de par leur énergie vitale, qui s'en est allé trop tôt. On vit, je me disais, des périodes difficiles, au sens où nos concitoyens n'ont plus confiance. Le président de cette Assemblée, dans d'autres fonctions, a pu parler d'un burn-out de la société française. Nous sommes tous, en tant que citoyens, en tant que décideurs, en tant qu'acteurs, attentifs à ces signaux faibles et forts qui montrent aujourd'hui que notre pays, qui pourtant est un grand pays, montre des signes d'épuisement, montre des signes parfois d'étouffement, montre des signes de défiance. Vous savez que cette défiance a été très bien ramassée par des auteurs comme Pierre Cahuc et Yann Ingan, dans des ouvrages dont, évidemment, je vous recommande la lecture si ça n'est déjà fait. Et un des signes manifestes de cette défiance s'inscrit à l'encontre des élites. Que ces élites soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient nationales, qu'elles soient territoriales, il y a aujourd'hui manifestement dans la société française quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui fonctionne mal et qui met en cause l'idée même qu'on peut se faire de la représentation. À l'Institut Montaigne, mais comme dans d'autres lieux, dans d'autres think tanks, dans d'autres associations, j'espère aussi dans les partis politiques, on est très attentif à ce que peuvent dire les femmes et les hommes politiques, particulièrement en campagne, puisque la moindre des choses, c'est que les engagements qui sont forgés, qui sont annoncés durant la campagne, ont vocation, on l'espère tous, à se traduire dans les faits, qu'on soit pour ou contre ces engagements, mais ne serait-ce que par respect de la parole donnée, ne serait-ce que par respect aussi des électeurs, et puis par conviction de ce qu'est l'engagement politique. Or, si je prends, et c'est une bonne nouvelle, hein, les déclarations effectuées pendant la campagne 2012, celles que nous venons de traverser, à gauche comme à droite, j'enlève une immense convergence sur l'absolue nécessité de sortir d'un système qui est un système qui permet aujourd'hui d'empiler les responsabilités sur des gens qui, manifestement, ont beaucoup à faire, qui sont nos parlementaires, et qui ont un don que je n'ai pas, pour ce qui me concerne, qui est celui de l'ubiquité. L'ubiquité, puisqu'ils sont capables d'être dans plusieurs lieux à la fois, ils sont capables d'être des législateurs, ils sont capables d'être des managers, ils sont capables d'être des visionnaires, hein, et ils sont capables de l'être dans des dimensions territoriales très diverses et très variées. Et vous savez comme moi que cette situation est mal perçue par l'opinion publique. J'aimerais, moi, vous livrer un certain nombre de faits récents, qui me paraissent étayer ce propos. Premièrement, il y a des chiffres qui ne trompent pas et qui soulignent une forme de singularité française par rapport à la question du cumul des mandats, notamment pour ce qui concerne les parlementaires. La législature que nous entamons, donc la 14e, voit d'ores et déjà 75% de députés qui exercent plus d'un mandat. La précédente, c'est un peu moins bien, c'est 83% des députés qui exerçaient plus d'un mandat. Et sur ces 83%, je tiens à dire que on pourrait aisément opérer des comparaisons, notamment des comparaisons européennes, qui montreraient qu'en Suède, ce phénomène ne concerne que 35% des parlementaires. On pourrait aussi voir qu'en Allemagne, il concerne 24% des parlementaires. On pourrait voir qu'au Royaume-Uni, il concerne 3% des parlementaires. Alors je sais bien qu'en France, nous aimons le fait d'être exceptionnels, cette exception française dont nous sommes si fiers et qui parfois joue comme des œillères. Il n'en reste pas moins que nous ne pouvons pas rester inattentifs à cette
disparité, à cette singularité de notre comportement et du comportement de nos décideurs politiques. À titre d'information, parce que ces deux phénomènes, vous le savez très bien, sont liés, l'âge moyen du député en France, Mathias est évidemment exclu du champ de cette critique, hein, encore que ce n'est pas une critique, c'est une constatation, mais l'âge moyen du député français, c'est 54 ans. C'était 55 ans en 2007. On a beaucoup parlé, vous le savez, de la montée d'une nouvelle génération à l'occasion de ces élections législatives. Eh bien, l'effet fort de cette nouvelle génération, c'est qu'on a à peine gagné 1 an en moyenne. Je tiens à rappeler qu'en 1981, l'âge moyen du député français était de 49 ans et quelques mois. Donc on a une Assemblée nationale qui vieillit, qui inexorablement vieillit, sans véritable capacité de rajeunissement. Les problèmes posés par le cumul des mandats. Je vous conseille la lecture d'un ouvrage très suggestif d'un économiste, Laurent Bache, qui vient de publier une partie de sa thèse au CEPREMAP, et qui montre très bien, pour avoir travaillé sur la question du cumul des mandats, que les députés qui sont aussi des élus locaux, et ça c'est une bonne nouvelle, hein, participent autant que les autres aux activités visibles de leurs électeurs au Parlement. Les questions écrites aux ministres, les séances de questions au gouvernement. C'est donc ça une bonne nouvelle. En revanche, on observe que ces députés élus locaux, aux séances publiques et aux commissions parlementaires, sont généralement moitié moins présents que leurs collègues qui ne sont pas élus locaux. Et cet économiste relève, en ayant analysé de longues séries, en ayant analysé notamment les registres de présence et la participation au débat, que si les députés, les parlementaires qui cumulent adoptaient le même comportement que les députés qui ne sont pas pourvus d'un mandat local, on augmenterait l'assiduité en commission, qui est un lieu important, l'Assemblée nationale, vous le savez, d'environ 20%. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on sort de cette situation? Comment on sort de cette situation dans un contexte où on nous a déjà fait plusieurs fois la promesse qu'on allait en sortir? Et là aussi, moi je m'attache toujours à trouver les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que c'est la majorité en place qui a toujours fait, jusqu'à maintenant dans notre histoire contemporaine, les réformes pour restreindre le cumul des mandats. En 1985 comme en 2000. Donc je fais, comme beaucoup d'autres, un acte de foi. Et j'espère que ce que nous avons vu en 85, ce qui avait été porté aussi par Lionel Jospin dès 97-98 et qui a abouti à un texte en 2000, verra l'actuelle majorité tenir ses engagements vis-à-vis des Français. On comprend néanmoins, et c'est le deuxième point de mon propos, la réticence d'un certain nombre de députés, parce que quand une mesure aussi évidente que celle de la lutte contre le cumul des mandats ne passe pas, il faut s'interroger pour savoir pourquoi elle ne passe pas. Pourquoi le corps social n'en veut pas. Et j'ajoute que quand je parle de corps social, je parle des parlementaires, je parle donc des députés, des sénateurs, je parle aussi des électeurs. Le citoyen nous dit qu'il ne veut pas le cumul des mandats, l'électeur nous dit qu'il veut le cumul des mandats puisqu'il envoie à l'Assemblée nationale assez systématiquement, à raison de 8 pour 10, des parlementaires qui ont déjà un mandat local. Donc on voit bien qu'il y a une distorsion entre le citoyen et l'électeur, et que si le citoyen est très convaincu, de l'ordre de 90%, comme le montre un sondage commandé par Acteurs Publics, que le cumul des mandats est une mauvaise chose, le citoyen n'est pas nécessairement en accord avec cette même personne. On parlait tout à l'heure d'ubiquité, on pourrait parler parfois d'être à deux têtes également. 2 minutes. Alors pourquoi les parlementaires sont réticents? Ils nous disent, et c'est l'argumentaire qu'ils déploient ces derniers temps, puisque le débat, vous l'avez vu, est remonté assez haut dans la sphère publique, premièrement qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. J'ai envie de leur dire que le thème n'est pas neuf. Donc s'ils se sentent peu près sur la séquence 2012-2014, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux, puisque ça fait depuis 2010 que le Parti socialiste a annoncé qu'il veillerait à l'abandon de cette pratique. On nous dit ensuite on manque de compétences. Vous comprenez ? On manque de talents sur le terrain et on risque au fond de voir un certain nombre de collectivités mal gérées, que ce soit des villes, des conseils généraux, des conseils régionaux, tout simplement parce que si on fait les choses très précipitamment, il va manquer des talents. Je n'ai pas le sentiment qu'il manque des talents. On a vu plein de talents surgir dans cette élection. On sait que nos territoires savent en produire. Il y a un maillage aujourd'hui universitaire qui est très fort. Et par ailleurs, il n'est pas nécessairement obligatoire d'être diplômé de l'enseignement supérieur pour être élu local ou même parlementaire. Donc je ne crois pas, moi, à ce manque de talent. Je pense qu'au contraire, on ne sait pas aller les chercher, ce qui est tout à fait autre chose. Et puis on nous dit, au fond, faire une réforme du cumul des mandats avant des élections territoriales ou des élections municipales, qui sont au fond des élections de mi-mandat, c'est dangereux, parce qu'il y aura une poussée de l'opposition qui va en profiter. Ouais, j'ai envie de dire, chiche à la démocratie.
On y croit ou on n'y croit pas, et si on y croit, on va jusqu'au bout de cette logique. Alors pourquoi est-ce qu'il faut sortir du cumul des mandats? Et j'en termine par là. Il faut en sortir à la fois parce que je crois qu'aujourd'hui l'opinion publique le souhaite. Il faut en sortir et le souhaite ardemment. Alors il ne faut pas toujours écouter l'opinion publique, me dira-t-on, mais je crois qu'elle a des raisons d'être attachée à cette cause. Il faut en sortir parce que la fin du cumul des mandats devrait avoir, j'emploie le conditionnel, des effets très bénéfiques sur la composition à terme, à la fois de la composition du corps social de ceux qui sont nos parlementaires, mais ceux qui sont nos élus locaux. Vous aurez remarqué, comme moi, qu'on a un Parlement qui est encore trop monocolore, trop âgé, trop masculin, et au fond, qui représente une France qui, aujourd'hui, bien sûr, est la France de demain, mais qui, en même temps, a parfois du mal, surtout quand elle est... prenons les territoires des politiques urbaines, surtout quand elle est diverse, qui a du mal à se retrouver, évidemment, dans le Parlement. Notre conviction, c'est que le cumul des mandats, ou en tout cas la fin du cumul des mandats, permettra aussi d'ouvrir à la diversité. Cinq choses très simples. Premièrement, un homme, un mandat pour les députés. Prenons le temps d'en discuter avec les sénateurs. La problématique est sans doute différente compte tenu du mode d'élection. Ça, c'est mon deuxième point. Troisièmement, prenons le temps de réfléchir au statut de l'élu et d'y réfléchir vraiment. C'est-à-dire, arrêtons de penser que les questions d'indemnité sont secondaires ou qu'il ne faut pas en parler parce qu'on a peur de ne pas sombrer dans la démagogie du moment. Je pense qu'être élu, il est normal qu'à la fois on pense à la façon dont on défraie les élus, dont on les rémunère. Il est normal aussi de poser toutes les questions afférentes à la fin de cette carrière. Qu'est-ce qu'on fait quand on a été parlementaire et qu'on ne l'est plus du jour au lendemain? Je pense que c'est aussi à un pays comme la France, qui est une grande démocratie, de se poser cette question. Donc c'est mon troisième point, un statut de l'élu. Quatrième point, ouvrons les questions qui font mal. Si on parle de fin du cumul des mandats pour les parlementaires, je serais assez d'avis qu'on regarde aussi ce qui se passe du côté des cabinets ministériels. Parce que là, on n'est plus nécessairement dans le cumul des mandats, on est plutôt dans un cumul de fonctions et de mandats, mais on est aussi parfois au cœur des conflits d'intérêts. Cinquième élément, je pense que cette réforme doit arriver le plus rapidement possible parce qu'on sait que les Français sont attachés aux paroles et aux actes des uns et des autres. Il y a convergence à droite comme à gauche et nous ne comprendrions pas qu'en 2017, cette question se réinvite à l'ordre du jour. En revanche, nous serions tous très heureux qu'en 2014 émerge une nouvelle génération d'élus locaux, émerge une génération qui aura envie de faire bouger les territoires et que ce soit l'occasion aussi pour les partis politiques de faire émerger des figures nouvelles, ce qui est parfois bien difficile. Merci de votre écoute.